C'est, on est sur un webinaire de la taverne. Donc la taverne, je pense que si vous êtes participé à ce webinaire, vous le connaissez. C'est un blog francophone dédié au test que j'ai ouvert en 2017 avec Bruno Lejar. Plus de 500 articles, je crois qu'on a dépassé les 600 même. De nombreux auteurs passionnés, plus d'une trentaine de contributeurs, hein, dans la taverne. 1000 vues en moyenne par jour. Euh, et une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver les webinaires que l'on propose. Les webinaires de la taverne, on est vraiment sur de la curiosité et parler de manière différente de tester de sujets euh, d'avenir. Voilà. C'est un lieu d'échange, donc n'hésitez pas. Pour aujourd'hui, on va parler avenir de l'automatisation avec Yann, Julien et Mickaël. Je vous propose de vous présenter rapidement. Alors je vais peut-être commencer comme je suis le Vas-y, premier Yann. comme je suis le premier dans la liste. Donc Yann Albois, moi je travaille chez Orange. Je suis référent métier hein, sur tout ce qui est test. Donc je fais ça depuis fort longtemps maintenant. Historiquement, j'étais plutôt développeur hein, depuis ma tendre enfance. Et puis voilà, je suis rentré dans le test il y a 25 ans. Ça ne rajeunit pas. Avec effectivement un très rapide intérêt hein, sur tout ce qui est automatisation bah, de par mon historique de dev. Et puis surtout pour faire monter les testeurs, mais ça on va en parler pendant ce webinaire. Et puis, bien évidemment, hein, depuis 2 ans maintenant, un gros intérêt hein, sur tout ce qui est utilisation de l'IA et qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec. Et voilà, un suivi très rapproché de toutes ces nouvelles technos d'IA. Hop, bah, je vais enchaîner. Donc, Julien qui a eu. Moi, j'ai un peu moins de temps d'expérience que Yann, hein. Moi, je suis un peu plus de 13 ans d'expérience dans l'automatisation. Euh, j'ai commencé sur des solutions qui aujourd'hui, on n'en entend plus beaucoup parler, comme Test Complete, et des solutions à l'ancienne. J'ai travaillé aussi bien sur des solutions éditeurs, open source, dessus. Je travaille aujourd'hui chez Callaghan. On propose des solutions complètes pour mettre des architectures d'automatisation sur du testing. Et puis vous me connaissez aussi avec Marc par les mille et un tests. Donc le jeu à l'époque qu'on a créé avec Marc, on était chez Sogeti. Et, et toute l'expérience qu'on a en tant que formation et ludification autour du testing et de l'automatisation. Merci Julien, je prends la main. Bonjour à tous. Mickaël Granier, donc moi ça va faire 18 ans environ que je suis dans le test, un peu 15 ans dans l'automatisation. J'ai passé 12 ans à la SNCF, enfin chez Oui SNCF, actuellement Connect, dans laquelle on a mis effectivement on a commencé les premiers chantiers d'automatisation sur le site à l'époque. Et il y a 5 ans, j'ai rejoint Mister Suricat, donc qui est une solution low-code, no-code d'automatisation pour permettre donc à tous de faire de l'automatisation avec cet outil. Et depuis début d'année, je me suis lancé en indépendant dans une nouvelle aventure qui s'appelle No Code Testing, où justement, je vais essayer de mettre en avant tout ce qui a no code, low code, sans oublier effectivement d'où je viens et sans comment dire du mal de tout ce qui a solution de script et open source, ne vous inquiétez pas. Et donc, je suis aussi très intéressé par tous les sujets de l'IA et de l'automatisation et je partage beaucoup déjà avec Yann, Marc et Julien et je suis là aujourd'hui pour partager aussi, heu, les questions sur lesquelles nous allons répondre. Ok, bah, merci beaucoup à tous les trois d'être là et de pouvoir apporter votre expertise sur le sujet. Donc, je vous propose d'aborder tout de suite la première question. Euh, le testeur de demain sera-t-il aussi automaticien? Donc, je ne sais pas si tu as ton idée, Yann, toi qui viens du développement et qui...
Ah bah ouais, alors vous allez voir, hein, moi j'ai un certain nombre d'idées bien, bien arrêtées et c'est ce qui est intéressant justement à discuter avec d'autres qui ont d'autres idées. Je suis pas opposé aux autres idées, c'est ça qui est rigolo. Non, alors clairement, hein, moi, la question, le testeur de demain est-il automaticien? Ben non, le testeur d'aujourd'hui est un automaticien. Sinon quoi? On fait du test manuel répétitif, mais où est l'intérêt en fait? C'est juste pas intéressant. Alors, au-delà de l'intérêt, hein, il y a l'efficacité, évidemment, hein. Je pense que ça fait plusieurs années maintenant qu'on a compris que bah, quand on automatisait, il y a un aspect répétitivité qui est éliminé. Et vu que les temps de cycle des applications accélèrent, hein, petit à petit, euh, moins on fait d'automatisation, plus on fait de répétition. Et du coup, voilà, c'est pas très intéressant. Un dernier mot-clé après l'intérêt et l'efficacité, c'est l'employabilité aussi, parce que faut pas rêver, hein, finalement. Aujourd'hui, des gens qui font les choses à la main, on en a de moins en moins besoin. Et donc, voilà, hein, faites quand même gaffe à cette partie employabilité, c'est important. Euh, Après, si on regarde un petit peu le futur, le futur, il y a une partie du futur qui va être liée à l'intelligence artificielle, bien sûr. Alors, ça va pas changer le fait qu'il faut que le testeur soit un automaticien, mais par contre, on va automatiser une partie de l'automatisation. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des tests manuels, après, on a un test automatique, mais on les écrit à la main. Et avec l'IA, on va commencer à automatiser la partie automatisation. Donc voilà, on va de plus en plus loin là-dedans. Donc la réponse à la question demain, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Michael, je t'ai vu réagir, hochement de la tête. Je suis d'accord sans être tout à fait d'accord parce qu'actuellement, je vois effectivement plusieurs évolutions du métier de testeur. D'une partie, pas forcément côté automatisation, il y a aussi côté coach et manager où effectivement, il va y avoir des experts qualité dans les équipes de développement qui vont mettre et suivre les process qualité de l'équipe sans forcément faire l'automatisation. Donc, il y a bien sûr les techniques qui vont plus aller dans l'automatisation et permettre de mettre en place les solutions d'automatisation et même de créer des tests automatisés. Et je pense qu'il reste encore le testeur ni technique ni manager, orienté beaucoup plus métier, qui est encore effectivement, qui n'est pas encore automaticien, il y en a encore beaucoup. Des testeurs manuels, même si aujourd'hui, ce serait bien qu'ils soient automaticiens, il y a encore beaucoup de testeurs manuels actuellement, c'est la réalité des choses, et pour souvent des raisons financières malheureusement, hein, on préfère effectivement laisser les développeurs se focus sur le développement du produit et ne pas faire d'automatisation, et les testeurs manuels qui n'ont pas les qu'on va prendre pour faire de l'automatisation manuelle. Mais je suis d'accord avec toi, Yann, faut arrêter de faire des tests manuels. À un moment, faut plus automatiser. Mais on n'y est pas encore. Hein. On voit dans les derniers, même dans les derniers, comment dire, sondages, enfin pas sondages, études du CFTL où l'automatisation on occupe encore toujours pas 50% des projets, quoi, clairement. On parle Euh, d'avenir. Bah, oui, voilà, on termine l'avenir. Quand tu dis tous les jours, aujourd'hui, je suis pas tout à fait d'accord. Et donc, comment dire, et même si effectivement le test est outillé, processé, on a toujours besoin effectivement, comment dire, de la créativité des testeurs orientés métier. Par contre, c'est vrai qu'il y a une réalité où les compétences d'automatisation, au moins pour savoir comment fonctionne l'automatisation, sont de plus en plus demandées. Hein, c'est une réalité du marché, hein, clairement. Et savoir automatiser, voire maintenant utiliser l'IA, ça va devenir des atouts qu'il va falloir prendre en compte clairement pour le futur du métier. Moi, le testeur de demain, bah, alors pas le coach et l'automaticien qui sont déjà spécialisés, mais c'est pas quelqu'un de forcément technique, mais qui va être assisté et outillé pour faire ses activités de test, donc pas forcément l'automatisation, mais avoir aussi, comme tu disais, des aides aussi pour l'automatisation qui va être automatisée via des outils alors qui permettent de l'abstraction complète de la technique et justement des outils low code, no code, clairement, hein, pour permettre à tous les profils de faire de l'automatisation sans avoir besoin pour pallier aux problématiques de compétences techniques.
et aussi bien sûr avec la prise en charge de tout ce qui est infrastructure d'exécution ou de gestion. Et donc, bien sûr, le tout connecté à l'outil fonctionnant dans le workflow des activités, donc accompagné par l'IA. L'IA va arriver effectivement aussi, le testeur de demain, il sera automaticien avec de l'IA. Par contre, il ne va pas forcément changer, mais il va devoir s'adapter à des outils qui eux-mêmes s'adapteront aux testeurs. Mon point de vue sur la question. Ok, un mot de la fin, Julien? Ou tout Ouais, a bah moi été je dit? pense que on est un peu en entre-deux. C'est-à-dire que si on prend l'agilité, la définition du testeur en agilité, il est forcément automaticien déjà. Mhm. Donc sur cette réponse, oui. Sur les projets en V, on est encore sur une différenciation bien nette entre les deux profils, mais on se rapproche de plus en plus d'avoir des profils fonctionnels qui puissent faire de l'automatisation par l'IA, par les outils low code, no code, euh, mais aussi par une volonté côté testeur d'évoluer, d'augmenter leurs compétences. Euh, on parle beaucoup sur les testeurs qui font de l'API, par exemple. C'est un peu le premier pas dans de la technique, avec les premières requêtes, les premières réflexions autour du requêtage. Euh, on a aussi, moi, j'ai monté aussi des programmes d'upskilling autour, autour des différents outils, avec différentes compétences attendues. Et en fait, je vois beaucoup sur des profils fonctionnels qui sont montés. Euh, c'est pas une question de compétences techniques, c'est une question de motivation et de mindset. Les testeurs, les QA, ils ont souvent le mindset qui permet facilement de passer sur de l'automatisation. C'est une réflexion à amener dessus. La seule, je pense qu'il va falloir faire attention, on en reparlera plus tard, c'est avec l'utilisation de l'IA, où pour l'instant, elle est pas, mon point n'est pas suffisamment développé pour faire de l'automatisation. Euh, mais elle peut être utilisée beaucoup par des juniors comme un poids sans forcément comprendre ce qu'ils font et donc avoir une automatisation pérenne dans le temps. Mais on va voir ça dans d'autres points, donc je vais pas rentrer un peu plus dans ce détail-là. D'ailleurs, justement, une question par rapport à tout ce qui est automatisation. Euh, on a tout ce qui est open source ou éditeur, scripting, low code, no code par rapport aux compétences. Euh, Toi, t'en penses quoi, Julien? Donc open source editor, on les oppose souvent. Alors il y a beaucoup de rapprochements, hein. Moi j'ai travaillé sur du Robot Framework, du Selenium, sur du FT, sur du Mister Story 4 dessus. Donc j'ai du script, du low code, du no code, j'ai un peu de tout. Euh, Moi c'est un peu ma spécialité. Il n'y a pas de solution miracle. Toute solution est intéressante. Ce qu'il faut, c'est monter une véritable étude. Ça va dépendre des besoins et des contextes. Par exemple, il y a très peu de solutions open source euh, qui sont performantes sur du client lourd. Et il en reste chez beaucoup de clients. Alors on peut aller jouer avec des vieilles solutions, hein, mais c'est compliqué à trouver de la documentation pour pouvoir les utiliser dessus. Il y a des solutions éditeurs qui sont poussées sur de l'évolution. Si on va chercher un eggplant, par exemple, on va pouvoir faire de la computer vision, ce qu'on peut faire aussi en open source, mais c'est beaucoup plus compliqué et lourd à mettre en place. Donc en fait, on va se simplifier la vie à partir sur une solution éditeur. Et scripting low code, no code. Étant expert automne, ça fait 12 ans que j'en fais. Moi, ça va être le scripting. Mais je suis pas en fonction du besoin du low code no code, ça peut être aussi très performant si on doit faire des automatisations sur des applications qui sont pas forcément ultra complexes ou qui permettent sur un low code no code de créer du script qu'on va transformer en keyword, en mots-clés pour faciliter derrière la chose. Moi j'ai pas de préférence, tout est intéressant, ça dépend surtout du contexte et de ce qu'on veut apporter par l'automatisation. Ok, je pense qu'on va se retourner vers des personnes qui ont des avis un peu plus tranchés.
Yann? Alors, c'est un serpent de mer avec Michael. On se titille sur le low-code, no-code. C'est assez rigolo parce que, voilà, vous allez voir nos avis. Alors, déjà sur open source éditeur. Bon, il y a pas de réponse absolue, hein, ça va dépendre du contexte. Julien, hein, disait sur tous les trucs assez classiques, donc on fait du web, on fait de l'API, on fait des trucs comme ça, hein, l'open source. Voilà, je pense qu'il y a pas photo, hein, c'est extrêmement efficace et certainement beaucoup moins cher. Après, il y a des cas un petit peu particuliers. Je pense à du SAP ou des choses comme ça où avec de l'open source, ben, ça va ramer dur, hein. Donc là, effectivement, il faut prendre des outils très chers, je le précise, pour pouvoir en faire. Alors, euh, côté Orange, on est extrêmement open source aujourd'hui. Clairement, on ne le regrette pas. On a pris cette orientation il y a pas mal de temps maintenant. Et franchement, globalement, ça marche vraiment bien, quoi. Sur la partie low-code, no-code, alors, euh, le no-code a un avantage, c'est que ça permet de faire du jetable rapide. Euh, mais aujourd'hui, avec l'IA, j'irai plus loin en disant, bah, ouais, mais l'IA, ça permet aussi de faire du jetable rapide. Donc finalement, autant générer du code avec de l'IA jetable et rapide, plutôt que de le faire avec du no-code. Comme ça, on a quand même du code qu'on peut reprendre, modifier, etc. Pour tout le reste, alors mon avis, voilà, on l'a dit, est très tranché, hein. Donc en général, le no-code, c'est cher. Ce qui est généré, c'est pas maintenable, c'est pas optimisé, c'est super dur à corriger. Et le truc, moi, qui m'embête le plus, c'est qu'en général, ça crée une dépendance totale avec le fournisseur d'outils no-code. Donc là, j'ai un vrai problème avec ça. Du point de vue du risque, qu'on soit en open source ou en éditeur, il y a des risques dans les deux cas. C'est-à-dire que bah, les éditeurs, on sait très bien, hein, ils peuvent très bien augmenter les coûts et ils savent faire ça très très bien, surtout nos amis américains en ce moment. Euh, je pense que tout le monde sera d'accord. Euh, Après, voilà, enfin, sur l'open source, il y a aussi des risques, hein. Il y a des produits open source qui sont arrêtés. Alors, des fois, il y a un fork, des fois, il n'y a pas de fork, des fois, la communauté bah, s'arrête, etc. Donc, là, pour le coup, dans les deux cas, ça ne change pas grand-chose. Donc, il faut vraiment regarder le ROI, le retour le retour sur investissement. C'est ça qui tient la route, quoi. Donc voilà, donc moi, mon opinion, elle est relativement claire. C'est plutôt open source et plutôt pas de no-code, low-code. Enfin, Pour carrément rajouter, pas de low-code, no-code. pour rajouter un point avant que le pro low-code, no-code intervienne, en plus du ROI, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de voir les compétences qui vont maintenir les codes derrière. C'est-à-dire que faire du scripting, ça demande une certaine compétence C'est ça. qu'ont pas forcément tous les testeurs. Donc du no-code peut être intéressant. Bon, je te donne la main, C'est ce que j'allais je te fais enchaîner la phase décisive. À toi, Michael. Ouais, voilà, Et d'ailleurs, Michael, il y a oui, une question d'un des participants qui demande pourquoi le low-code, no-code est nécessairement cher et est-ce qu'il est toujours open source. Donc, si tu peux profiter de ton intervention pour répondre à cela. Est-ce low qu'il code, no code. est jamais open source, pardon. Ce qui est en fait, le low code, no code, c'est pas confondre avec open source et éditeur. C'est en gros, tu as des solutions low code, no code alors peut-être pas d'automatisation des tests, mais qui sont en open source. Alors là, j'ai pas de nom en tête, mais je sais qu'il y a des solutions effectivement low code, no code de tests en open Bah, source est-ce qu'on et peut comment dire et partir du son principe que éditeur. Robo Framework est une solution no-code à un certain niveau? C'est du low-code, c'est pas du no-code, c'est du Ouais, Du low low-code. code, c'est du keyword driven, donc oui, oui, quelque part oui. Ouais. Par contre, effectivement, on est sur de l'open source pour le coup. C'est Voilà, donc c'est voilà, c'est donc ce qui va coûter cher, c'est plus le côté éditeur parce que tu délègues tout, à un éditeur. Tu délègues effectivement, tu peux déléguer, l'infrastructure d'exécution, l'outil, la maintenance, tu peux déléguer plein de choses versus l'open source où les coûts vont être plus pour la mise en place et là, effectivement, il faut avoir les compétences en interne. Donc en gros et c'est pas par rapport, effectivement, je pense pas par rapport au low code, no code parce que moi je trouve que personnellement sur le code, no code, les coûts sont gagnés pour la création, la maintenance, des scénarios où effectivement j'entends tes arguments Yann, mais je ne suis pas tout à fait en phase,
pour le côté prix, je ne contredirais pas trop parce qu'effectivement, ça coûte un certain prix. Par contre, pour moi, c'est pas forcément du jetable. Les solutions no code ont bien évolué. Celle sur laquelle j'ai travaillé était très efficace là-dessus et permettait donc de faire de la réutilisation de blocs. Et donc, en fait, pour moi, je suis pas aussi tranché par contre que toi sur le sujet. C'est-à-dire, en gros, les outils ne s'opposent pas, hein. Le code scripting, ça s'oppose pas. C'est vraiment, ça répond à un contexte, effectivement, au contexte de son projet, hein, que ce soit la compétence, le budget, la maturité, les compétences, je l'ai déjà dit. Et ça reste aussi une décision d'équipe, clairement. Mais pour rappel, moi, ce que je rappelle, effectivement, c'est par rapport à l'ISTQB, le projet d'automatisation réussi doit être vu comme un projet de développement. Donc, en gros, c'est pareil, il y a plein de choses à penser. Donc, si tu as les développeurs en interne qui peuvent développer ta solution d'automatisation, te mettre en place tous les outils avec de l'open source, qui te permettent donc d'avoir aussi une couche d'abstraction pour pouvoir faire tes tests facilement, eh ben, effectivement, je trouve pas ça déconnant de passer par des solutions, comment dire, open source, pas forcément éditeurs et avec du scripting. Mais il faut effectivement avoir les compétences le temps aussi et le budget nécessaire pour ça. Et après, beh, effectivement, pour la création d'automatisation, ce qui reste aussi parce qu'effectivement, il y a 2 aspects de l'automatisation, c'est la création de la solution, enfin de la solution d'automatisation qui va te permettre d'utiliser les différentes solutions d'automatisation, les différents frameworks d'automatisation et il y a aussi la partie, création de tests automatisés, où, c'est tu peux par contre même développer, en interne des solutions qui permettent de l'abstraction et peut-être même du low code, no code en interne ou du keyword driven, avec Robo Framework. Heu et donc pour le coup, moi je reste sur l'objectif que c'est important de pouvoir, permettre à tous d'utiliser les tests automatisés et c'est pas forcément, ça dépendra effectivement du contexte et de la solution, envisagée. Mais les solutions low code, no code, elles proposent maintenant des fonctionnalités de plus en plus accessibles, simples à utiliser, même de proposer des recorders qui utilisent l'IA pour créer des scénarios de manière efficace. Ça permet, l'ouverture à l'automatisation à tous et même des je pense surtout moi c'est j'ai un gros affect avec tout ce qui est reconversion et la reconversion dans le métier du test, si tu arrives et que tu lances quelqu'un sur des solutions un peu scripting, ils vont être un petit peu perdus et donc le test est un très bon est un on a pu voir que j'ai pu voir quelques conférences sur le fait que le test est un très bon vecteur de reconversion et donc permettre aux gens donc de devenir testeurs et même de permettre d'automatiser via des solutions low code, no code, c'est un plus effectivement, pour le métier. C'est Par vachement intéressant ça, Michael, parce que nous, on fait beaucoup de reskilling mmh chez Orange. Et justement, on a choisi de faire du reskilling en formant les gens au dev. Alors, pas au développement pour faire des applis mh. hein, avec du Oui, Java, des machins, mais voilà, au dev juste pour du scripting avec du Node, du Python, des choses comme ça. Et on voit que des gens qui viennent de l'immobilier, en fait, on arrive à les monter pour faire du test automatisé en scripting et ça fonctionne, quoi. ça On n'est fonctionne pas obligé aussi. de passer par du no-code pour ça. Ouais, On n'est pas pareil. obligé, mais ça dépend effectivement du mindset comme on disait, Ah, heu, on les pousse, hein, on les travaille au corps, hein. Bah, Mais ça marche, mais ça marche. j'ai un peu le même cas où je sais, du reskilling de profil fonctionnel, donc j'ai quasiment jamais fait de code ou qu'on avait fait lors de leurs études. mmh Et en fait, j'avais trois programmes en fonction un petit peu de leur appétence technique. Un en JavaScript, un en Python et un en Java. Euh, pour les complexités de compréhension de langage. mmh Et on voit que, moi j'ai vu en tout cas que, quel que soit le niveau, si on cadre bien en fonction des appétences au départ et de la motivation, mmh. c'est surtout ça, des participants, il n'y a pas beaucoup de complexité à leur faire, à leur mettre le pas à l'étrier pour apprendre du code pour faire de l'automatisation. Alors, on va pas en faire des devs qui vont te créer des applications clés en main du jour au lendemain, mais ils sont capables d'intégrer des équipes d'automaticiens sur des projets, d'être suivis et d'être performants sur ce qu'on va leur demander. Alors des tâches de profil d'automaticien junior au départ, hein. Mmh Faire des premiers scripts sur une application web assez simple. Dessus, on va pas leur demander de faire de l'algorithmique compliqué et tout. Mais moi, j'ai vu que tous les profils que j'ai pu sélectionner, il n'y a eu aucun problème derrière à les envoyer chez des clients mh. et qui soient performants. Et c'est même d'autant plus intéressant, c'est que ils sont allés plus loin avec des profils
au départ, qui commencent à monter des chaînes d'intégration sur leur PC en direct pour commencer à mettre les mains dedans, parce qu'ils découvrent, Mhm. en fait, ils sont de plus en plus motivés et ils vont de plus en plus loin de leur fête aussi derrière. Mhm. Bon, Et l'IA va les aider en plus. Alors, moi, j'étais contre qu'ils y aillent au départ avec l'IA. Je leur ai volontairement donné le fait de ne pas aller sur les IA au départ pour qu'ils puissent commencer à prendre la réflexion de comprendre Ouais, les codes qu'ils vont aller lire, qu'ils vont aller regarder, manipuler pour comprendre ce que l'IA plus tard leur fournira. ouais, je suis d'accord. Pas l'IA pour générer, mais l'IA pour les aider, c'est-à-dire pour répondre à leurs Mm. questions, pour voilà, aider à comprendre Ça, des bouts de code, des choses comme ça. ça sera Mais on plus va Alors, en une parler question tout à l'heure. suivante. ouais. Voilà, ouais, exactement. justement, On reviendra sur l'IA. belle transition. Du coup, Yann, CD de l'IA pour tester, est-ce que ça marche vraiment? Alors, clairement, en 2025, l'IA, c'est un assistant. D'accord? Ça ne fait pas le boulot à notre place. Je vous conseille fortement de venir à la JFTL en juin. On vous en parlera en long, en large et en travers. Euh, Après, enfin, tel que la question est posée, ben voilà, c'est oui et non. C'est-à-dire que effectivement, il y a des cas où ça marche, il y a des cas où ça marche pas. Ça dépend énormément de votre compétence en prompt. Hein, l'IA, ce qui prend l'entrée en IA, c'est le prompt. Hein, donc du coup, bah, voilà, soit le prompt est mauvais et ça donne un truc mauvais, soit le prompt est bon et en général, ça donne quand même un truc qui tient un petit peu la route. Après, difficile à prédire l'avenir. Hein. L'avenir est toujours en mouvement, quoi, comme disait un petit bonhomme vert dans un célèbre film. Euh, à la vitesse où évolue l'IA, c'est juste du délire. C'est-à-dire que moi, il y a 2 ans, j'essayais de faire des trucs, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, ça marche nickel. Et donc, dans 5 ans, où on en sera, enfin, moi, je ne sais pas dire. Hein, c'est très, très. Voilà. Mais, euh, mais il y a plein de cas où, en tout cas, dès aujourd'hui, oui, ça marche. Et à minima, ça permet de gagner du temps à fabriquer des squelettes, à nous donner des idées. Alors, je vais prendre un exemple tout bête, mais si vous devez tester un champ d'entrée, un champ d'input hein, sur une page web quelconque, ce champ, va falloir le tester avec tout un tas de caractères bizarres, des chaînes longues, des chaînes courtes, des chaînes avec des caractères spéciaux, etc., etc. Si vous devez générer ça à la main, c'est juste chiant, quoi. C'est hyper chiant. Donc, vous demandez ça à l'IA, en quelques secondes et pour quelques dizaines de centimes d'euros, il vous génère des dizaines et des dizaines de tests avec tous les cas. Et voilà, donc ça ne fait pas à votre place, mais c'est un assistant et les tâches à la con, ben, moi, je trouve ça vraiment cool. Après, c'est clair que ça ne fait pas tout, ça ne traite pas des cas très complexes. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Hein, voilà, c'est un générateur de tokens, hein, l'un derrière l'autre. Donc, c'est que de la proba, c'est que de la stat. Il n'y a pas d'intelligence derrière. L'intelligence, elle est chez l'humain, elle est dans le cerveau de l'humain. Simplement, comme un couvreur utilise un marteau pour enfoncer les clous, parce qu'enfoncer les clous avec le poing, ben, je peux vous dire que ça fait sacrément mal. Et ben voilà, le testeur, il utilise l'IA comme outil, comme plein d'autres outils, et comme tous les outils, ça a des limites. Il faut l'utiliser pour ce pourquoi c'est faire. Et dans ce cas-là, ça marche bien. Ok, alors là, je profite pour répondre à une question qui est dans le thème, c'est à quand une formation de prompting pour les testeurs? La formation de smart testing aborde ce sujet. Elle dure, elle est assez bien, elle est assez courte, donc ça peut répondre à cette question. Michael, Julien, vous avez chacun 1 minute pour répondre sur bah, comment en fait vous vous servez de l'IA pour vous aider dans votre quotidien de testeur. Alors, moi, commencer par parler de deux types d'IA, entre guillemets, même si c'est deux IA génératives. La première, c'est les copilotes, comme Copilot sur GitHub. Donc les IA directement dans les outils de codage, qui permettent d'être un assistant très rapide sur du code, sur des questions qu'on peut avoir, sur des fonctionnalités, des packaging spécifiques, et des IA comme ChatGPT ou Mistral, plus génératives, plus globales où on va leur poser la question et ils vont aller regarder.
GitHub est un excellent assistant, mais ça reste un assistant. Il est très perfectible sur certaines des choses. C'est-à-dire qu'il il va te dire j'ai fait la chose et quand tu vas aller checker, il a fait soit il n'a rien fait, soit il a fait un ménage un peu trop violent dessus. Alors, ça vient de moins en moins, mais un chat GPT, moi, sur certaines programmations, vu qu'il se base sur le web pour se former, des fois, il n'y a pas suffisamment de documentation et tu poses des questions et il est incapable de te répondre ou il va te répondre à côté. Parce que, pareil, on parle de prompting. Si on ne prompte pas correctement et qu'on ne dit pas à l'IA de nous dire si tu ne sais pas, si la statistique la plus élevée c'est je n'ai rien, dis-moi que je n'ai rien, il va vous mentir. Parce que lui, il répond à la statistique la plus élevée correspondante, donc quitte à ce que ça soit faux. Et côté formation, moi je fais en sorte que les profils qui commencent dans l'automatisation, je leur demande de ne pas travailler sur l'IA au départ, euh, pour avoir un peu cette réflexion autour de ce qui est proposé, pour comprendre ce qui va être proposé, et savoir ce qui va être fait par l'IA derrière dessus, parce qu'en fait, si c'est arriver dessus, ça marche bien le boulot. Par contre, si on comprend pas ce qui est fait, on va jamais. Si c'est faux, on le saura jamais. On sera jamais capable de débugger ce qui va être transmis par l'IA. J'ai plus de 30 secondes. Je conclue rapidos en disant qu'effectivement, je vais pas rajouter tout ce qu'a dit Yann et Julien, c'était très pertinent, que ça reste une bonne aide pour le testeur, une source d'inspiration même pour avoir de l'idée sur certains cas d'usage. On a pu voir des cas d'utilisation lors de la journée thématique des tests dans l'IA en janvier. Il y en aura une autre prochainement, j'ai pas encore la date, mais a priori, il y aura une nouvelle édition. C'est très prometteur, mais pour l'instant, je trouve qu'on est encore qu'au stade de l'expérimentation. Et même si ça marche, ça marche actuellement pour inspirer, et comme assistant, c'est pas encore industrialisable pour diverses raisons qu'on verra juste après. Donc, il faut continuer à expérimenter et comment dire, se renseigner et participer, par exemple, aussi à des groupes de travail. Pour information, Yann et moi faisons partie d'un groupe de travail sur l'IA du CFTL où justement on travaille avec différents contextes et experts pour créer des bibliothèques de prompts pour répondre à des besoins d'activités, des cas d'usage, des activités de test. Et c'est super intéressant et on voit à quelle vitesse ça évolue de manière impressionnante. Ouais, juste un Et petit dernier mot sur la dernière question qu'a mis Radi Dora dans le texte. Là, on parle de ce contexte aujourd'hui, mais à la vitesse où l'IA avance, demain, ça se trouve, tout ce qu'on vient de dire là sera passé. Moi, si on revient un an en arrière, les premiers modèles d'IA disponibles avec ChatGPT quand il a percé, la moitié des codes que je lui demandais, ils étaient tous faux. Aujourd'hui, ils sont plutôt propres et plutôt compréhensibles. Donc en fait, ça avance tellement vite que dans un an, tout ce qu'on disait là, ça va être potentiellement, ça peut être bypassé par des nouveaux modèles, des nouveaux réseaux de neurones derrière. D'ailleurs, ça avance tellement vite. La prochaine question est assez proche de celle qu'a posée Bruno Lejar. Avec des agents IA capables d'exécution des cas de test en langage naturel, est-ce qu'il y aura toujours besoin en fait de scripting codé alors que les personnes écrivent directement, par exemple, lors des sessions de 3 Amigos, des tests juste écrits en langage naturel, même pas besoin de faire de script, et un agent d'IA qui est capable de les exécuter. Ouais, Julien? Ouais, parce que dessus, déjà, d'un point de vue coût, faire du requêtage avec de la reconnaissance d'image et de l'ajustement, c'est énormément de requêtes. Alors, la requête en elle-même, c'est pas cher. C'est la Pour l'instant. multiplication et la prise de token pour garder le contexte, pour confirmer qu'on est sur les bons éléments, qui va demander de la complexité. Deuxièmement, on sera toujours dépendant aussi d'avoir des flaky tests, notamment parce que tous les grands modèles sont en anglais, en langage naturel. On peut leur écrire en français du prompt, ils vont les traduire, mais il y a il y a encore certaines perfectibilités dans les traductions. Et donc, certains termes qu'on va noter dans les prompts peuvent être plus ou moins compris par les IA aujourd'hui. Et remplacera-t-elle l'automaticien? Aujourd'hui, non. Demain, c'est ce qu'on venait un peu de dire, hein, c'est que ça avance tellement vite.
Après, vu les modèles, par exemple, quand on regarde les probabilités d'évolution des chats GPT, choses comme ça, vont demander toujours plus de ressources pour faire des calculs beaucoup plus performants. Donc, en termes de coût, je ne sais pas si ça sera intéressant par rapport à un coût humain derrière. Si les coûts ne baissent pas. Et en termes de coût environnemental, puisqu'il y a eu quand même une question qui dit qui demande justement est-ce que l'IA ne monopolise pas trop de ressources pour la planète? Est-ce que vous avez une opinion, Yann et Michael, sur le sujet? Alors moi je suis très sensible à ça, c'est-à-dire que euh, d- à chaque fois que j'explique qu'il faut utiliser l'IA voilà, comme assistant pour nos activités de test, j'explique aussi que c'est extrêmement gourmand en termes de ressources. Alors, le prix, c'est pas très important parce qu'effectivement, quand on regarde le prix des requêtes, c'est quelques dollars le million de tokens et puis ça baisse régulièrement. Donc, le prix financier en tant que tel n'est pas très, très important. En revanche, le prix environnemental, lui, est très important et va en augmentant avec la puissance, hein, finalement des moteurs. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Alors, il y a un premier point sur le choix des moteurs. Il y a des moteurs qui sont très bons, il y en a qui sont pas très bons. Euh, et dans les moteurs qui sont très bons, il y en a qui consomment beaucoup et il y en a qui consomment moins. Donc voilà, faut vraiment étudier ça. Et il y a des enseignements très intéressants, hein. Alors, juste peut-être pour déflorer un peu le sujet, historiquement, moi, je faisais beaucoup de Claude, de ChatGPT 4o, de choses comme ça, hein, qui étaient extrêmement efficaces, mais qui coûtent environnementalement parlant, comme financièrement parlant d'ailleurs, relativement cher. Et là, typiquement, il y a Gemini 2.0 Flash là, qui est sorti, qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher, qui consomme beaucoup, beaucoup moins et qui donne des résultats quasiment équivalents, voire des fois meilleurs. Donc, mais dans 3 mois, ça sera un autre moteur. C'est-à-dire, ça change tout le temps, hein. Donc, il faut vraiment euh, toujours bencher les IA et utiliser celles qui consomment le moins. Voilà. L'autre truc, c'est moi, je suis un peu énervé par les gens qui génèrent des chats, déjà, parce que ça consomme, et pour le coup, ça sert à rien. Mais ça, c'est pour la blague. Non, plus sérieusement, en fait, il y a des gens, ils posent une question à l'IA, ils ont une réponse qui est pas mal, mais qui leur convient pas tout à fait, et donc ils refont un prompt pour améliorer la réponse, et ils refont un prompt, et ainsi de suite, et 10 fois de suite, ils améliorent, et puis à la fin, ils ont un truc super. Bah ouais, mais en fait, si on le fait une fois, on a une réponse qui n'est pas parfaite, et finalement, cette réponse, en la modifiant, entre guillemets, à la main, on peut avoir quelque chose d'excellent de manière très rapide et en consommant pas grand-chose. Donc il faut vraiment être éduqué à ça, c'est-à-dire faire attention à cette consommation, parce que sinon on va juste exploser. Après, moi, il y a un autre truc qui me fait un petit peu peur, et l'avenir nous le dira, c'est quand on voit la quantité de choses générées par les IA aujourd'hui, on sait que les futurs IA ont toutes les chances d'apprendre sur des choses générées par des IA. Et donc, il y a un risque de phénomène de dégénérescence. Et là, pour le coup, c'est un vrai risque. C'est-à-dire que potentiellement, dans 5 ans, 10 ans, les IA, elles deviendront complètement stupides parce qu'en fait, elles auront appris que sur du truc généré par l'IA et puis ça va dégénérer à toute vitesse. Donc, je pense que les entreprises qui font les moteurs sont conscientes de ça. Ils mettent aujourd'hui des watermarks, hein, sur ce qui est généré par l'IA pour éviter d'apprendre dessus. Mais voilà, il y a quand même un gros risque là-dessus et on ne sait pas trop où on va là. Donc, ouais, pour ajouter effectivement sur le côté, je pense que tu as tout dit sur le côté impact écologique. Il y a de l'éducation à avoir. Pour moi, c'est un élément crucial et ça aura un impact important sur l'adoption ou pas de l'IA dans le présent et voire dans le futur. Par contre, moi, je m'inquiète beaucoup quand même sur les coûts de l'IA, même si on dit qu'actuellement ça coûte pas cher et autres. On a pu voir comment les taxes à 90% peuvent arriver en 2-2 et peut-être que ça puisse être taxé aussi. Et justement, actuellement, l'IA n'est pas rentable.
Les grosses boîtes comme OpenAI actuellement font de la requête à perte. Hein. Donc moi j'ai peur effectivement qu'on ait l'effet de ah c'est bien l'IA, effet d'annonce, on en devient dépendant et qu'après justement c'est là à ce moment-là comment dire où les prix sont tirés vers le haut et on n'a aucune garantie que effectivement l'IA soit toujours rentable à moyen ou long terme. Personnellement, j'ai des craintes là-dessus. Après, il y a la fiabilité, effectivement. Bon, on voit que ça s'améliore comment dire, de jour en jour, même s'il y a encore quelques petites hallucinations. Mais c'est effectivement, c'est plus ça s'améliore, plus c'est gourmand. Et effectivement, tu as raison comment dire, sur la génération des chats. Je vois, par exemple, ils ont beaucoup parlé aussi du trend Des poupées Ghibli. aussi. Ouais, ou du trend Ghibli aussi, il y a eu, où tout le monde Ouais. fait. Moi, je l'ai fait personnellement parce que je trouve ça exceptionnel et génial, mais quand tu vois effectivement, moi, c'est plus en termes d'énergie et aussi derrière en termes de consommation d'eau, parce que faut refroidir les serveurs, ça fait vraiment flipper. Franchement, par rapport au contexte actuel, c'est vraiment Alors, inquiétant. Michael, pour répondre, tu parlais de Ghibli, la génération des photos en Ghibli. Sans parler consommation, le droit intellectuel. C'est-à-dire, Alors Miyazaki a dit, moi je déteste ça et je ne veux pas que ça soit utilisé. Et pourtant, c'est c'est un fait contre sa volonté. alors après La je pense que propriété intellectuelle. c'est un autre débat et on pourra avoir tout un webinaire là-dessus, je pense. Ouais, mais en fait, je rebondis parce que c'est aussi une question qui a été posée en termes de sécurité de la data. Mmh. C'est-à-dire que aujourd'hui, les grands éditeurs autour des IA vous proposent des solutions en black box pour garantir vos Mmh. data. Mais derrière, c'est ce qu'ils vont vous dire. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui ils se forment. On ne sait pas comment derrière ils ont été formés sur des contenus, mais on est incapable de dire quel contenu l'a formé Mmh. euh, dessus. Et donc, vous ne pouvez pas être totalement sûr que ce que vous avez fait n'a pas servi ne sera pas servira pas pour d'autres pour l'évolution de l'IA derrière. Et puis bah J'irai plus loin, hein. Si c'est si c'est des Américains, des Chinois, vous pouvez être sûr que tout ce que vous avez fait sera Sera utilisé utilisé et contre eux. réutilisé. c'est ça. On se Et, protège avec des contrats et des machins, mais enfin, voilà, Mais faut si on arrêter creuse, d'être hein, si on creuse le naïf, vernis, quoi. Je c'est veux dire, oui. c'est ça. on sait très Et, bien hein, comment et ça Mais pour se passe. clôture sur l'environnement, il y a aussi le fait que là on parle de consommation, mais il faut pas oublier qu'il y a la création, il y a la production des composants qui servent dans les cartes pour faire les calculs. Et c'est ce qui est le plus énergivore et impactant pour l'environnement. C'est le nombre de matériel créé en data center pour faire fonctionner les IA. C'est-à-dire qu'une puce, ça demande énormément de matériaux, de consommation d'eau et d'énergie pour être créé. mais C'est oui, une dérive faible et ça va générer des millions de tonnes de déchets. Je mais vous invite à lire l'article de la Taverne à ce sujet. il y avait déjà Et eu la problématique avec le Bitcoin avant, hein, c'est clair, hein. ouais, mais là on est sur un autre On volume. est sur un niveau encore Bah oui, c'est ça. plus Et ça va exponentiel. crescendo, donc il y a potentiellement encore autre chose qui va arriver qui Et consommera encore. pour tout ce qui est consommation, c'est très dur d'avoir des données fiables parce qu'en fait il y a beaucoup de modèles et selon les modèles, les consommations sont bien différentes. Les dernières estimations, c'est une requête de ChatGPT 4o, le dernier modèle, là, celui avec l'abonnement à $200 par mois, coûte à OpenAI jusqu'à $1000. Une seule requête. Donc là, pour que ça coûte une heure, $1000 de streaming à une entreprise comme Netflix, on est sur beaucoup plus qu'une heure. Donc, euh, je vous propose de passer à la question pour laquelle vous avez voté, hein, tant qu'à faire. Euh, c'est comment mettre en place le binôme automaticien IA. Michael, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu mettrais en place Euh, ça? Alors, bah, moi, la première étape que je ferais déjà, c'est, on peut voir dans les dernières études effectivement concernant l'IA, une des premières craintes, dans les premières craintes, il y a l'histoire de la sécurité. Donc moi, si tu veux utiliser l'IA, binôme IA, automaticien dans ta boîte déjà, c'est de mettre un modèle, un LLM en local avec un RAG pour utiliser les connaissances internes de ton produit. Déjà, ça c'est la base parce qu'effectivement, ceux qui effectivement ont mis ça en place ont déjà, comment dire, débloqué les problématiques de sécurité et se rassurent sur l'utilisation de l'IA en interne.
Après, ça dépend aussi effectivement de la connaissance de l'IA. Donc, la première chose à faire, c'est de se renseigner, d'expérimenter et de se former, bien sûr. Comme on parlait de formation tout à l'heure, c'est important de savoir, comment dire, avant de l'utiliser, c'est savoir comment ça marche. L'utiliser de manière autonome, moi je trouve ça important, c'est de tester soi-même. Tiens, qu'est-ce que ça peut m'apporter par rapport à mon quotidien. Tester différents types de LLM aussi, important aussi, parce que chaque LLM aura des réponses différentes au prompt, et on peut même en utiliser plusieurs selon la tâche qu'on lui demande pour voir l'efficacité. Donc, faut pas hésiter aussi effectivement aussi à se renseigner dans la communauté pour voir ce qui se fait en termes de prompt. Comment dire, la communauté est de plus en plus active pour proposer, justement, on voit dans les présentations qu'il y aura au GFTL le 17 juin prochain. N'hésitez pas à venir. Petite pub au passage. Voilà, donc qui permettent d'avoir des cas d'usage, donc des premières expérimentations de l'utilisation de l'IA en interne. Donc c'est important déjà, toute cette partie formation, renseignement et découverte. Et après, dans un cadre effectivement plus local, c'est déjà d'identifier les tâches et les process pertinents dans ton contexte sur lequel l'IA te permettra de gagner du temps. Et pour l'automatisation aussi, comme pour mettre en place une solution d'automatisation, faire des POC, faire des pilotes sur des projets en conditions réelles, et ne pas oublier, c'est surtout ça qui est important, de mesurer les gains. Ça sert à rien de mettre l'IA en place si tu n'as pas de plus-value qui est mesurée dans le temps, parce que c'est pareil, comme l'automatisation, la plus-value de l'IA, tu la verras pas dans le claquement de doigts, quoique des fois c'est assez impressionnant, et d'expérimenter sur des cycles courts, pas à pas, et optimiser de façon continue dans ton projet. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut mieux effectivement comment dire, installer le binôme automaticien IA effectivement, comme quand on a mis en place, on met en place l'automation dans son équipe. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais noté effectivement pour être efficace sur la mise en place de l'IA. Je suis assez en phase, enfin, je suis très en phase même avec toi, Michael. Pas de problème. Enfin, il faut. Le problème de l'IA, c'est que c'est très récent. D'accord? Donc, on a peu d'expérience. Globalement, les testeurs ont peu d'expérience avec l'utilisation. Or, ben, voilà, on le sait bien, hein, c'est avec l'expérience qu'on apprend. Alors, évidemment, il faut se former, mais il n'y a pas des masses de formation IA. Alors, côté chez Orange, là, moi, j'ai mis ça en place très tôt, justement, pour commencer avec de la formation, pour que les gens puissent rentrer dedans, non pas d'eux-mêmes, mais finalement avec une petite formation. Mais après, c'est l'expérience, c'est en faire, c'est en faire, c'est en faire. Alors, faire très attention aux juniors, hein, leur expliquer que oui, ça a l'air magique, ça a l'air fantastique, ça a l'air ceci, cela, mais il faut être méfiant et il faut avoir la compétence avant d'utiliser pour être capable de juger ce que l'IA a sorti comme réponse et d'avoir un regard très critique finalement sur ce que ça ressort. Mais après, voilà, faut en faire pour voir, bah là, ça marche pas. Et puis rapidement, on prend de la bouteille, on prend de l'expérience sur le truc. Donc, il n'y a pas vraiment de différence entre l'IA ou d'autres technos. Enfin, tu disais, Michael, hein, quand on a démarré l'automatisation, bah, voilà, il a fallu faire pour prendre de l'expérience, pour s'habituer, pour apprendre ce qui marche pas. Bah, là, c'est pareil, en fait. La différence, c'est que ça bouge encore plus vite que les technos d'avant. Et donc, bah, pour suivre le rythme, voilà, faut pas s'endormir sur son poste de travail, quoi, hein. Et pour conclure dessus, déjà tout a été un peu dit, mais c'est bien définir son besoin. Qu'est-ce qu'on veut dans le binôme automaticien-IA? On veut une IA qui soit un assistant pur pour aider l'automaticien à créer du code, à créer des templates, à faire l'automatisation à sa place. Euh, Comment on réfléchit aussi l'IA au sein de son entreprise? C'est-à-dire que ça a un coût environnemental, financier dessus. Est-ce que le binôme qu'on veut amener, est-ce que ce coût environnemental et financier, il sera intéressant ou l'automaticien, il est suffisamment expérimenté, il est capable d'aller faire des recherches lui-même et et de trouver les réponses facilement sur des forums. On parlait, c'était évoqué par Yann sur les profils juniors. Moi, je sais que l'IA est plus négative que positive sur des profils très juniors à long terme, parce que
Ça leur mâche beaucoup trop le travail et ils n'ont pas forcément l'apprentissage et de la réflexion qu'on a tous eu en commençant, en allant lire les forums pour débugger un code et se casser les dents sur un débugage un peu compliqué, ce qui nous permet de comprendre aussi le fonctionnement du langage, comprendre le fonctionnement de l'automate dessus. Euh, et puis, ben, on va la voir, on le voit là. Ce qu'on donne aujourd'hui, c'est très limité à notre vision actuelle, mais on ne sait pas comment vont évoluer à la vitesse où ça avance les différents modèles. Et ça se trouve, dans un an, l'IA, on aura juste à lui parler avec un micro et il fera l'automatisation en direct. Ce que je dis là, c'est presque. C'était un Kickstarter il y a pas longtemps sur une entreprise de la tech qui vous vendait des petits pins rouges à mettre à la boutonnière. Alors, j'ai plus le nom précisément. Qui disait notre modèle fait que de l'IA, ça va être c'est ultra révolutionnaire. Aujourd'hui, ils se sont cassés la gueule parce que c'est pas encore abouti. Mais on ne sait pas si demain ça fonctionnera. Ce qui me paraît important, c'est que l'IA et l'automaticien, ouais, seront puissants ensemble, tu as raison. Il va falloir et puis ce qui est important, c'est d'exploiter la puissance de l'outil et pas le craindre. Faut y aller dedans, hein. Faut pas avoir peur de l'IA pour comment dire, pour mettre en place, pour devenir un binôme automaticien-IA. C'est ça, Ce mais qui, ce qui- Vas-y, Julien, je t'en prie. faut s'intéresser, hein, faut rentrer dedans parce qu'il y a énormément de modèles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle d'IA, majoritairement, les gens, ils vont à 90%, ils vont nous parler de ChatGPT. Ouais. Mais il y a tellement de modèles qui existent avec des modèles qui sont peu connus, mais beaucoup plus performants pour du code que ChatGPT dessus. Et en plus, plus performant, moins coûteux et moins impactant pour l'environnement. Donc en fait, déjà le binôme automaticien IA, c'est un peu ce qu'on fait en automatisation. Comme choisir son outil, c'est aller apprendre et connaître les différents types d'IA, les différents types de modèles. Euh, Là, on a une remarque d'un des participants qui utilise Mistral. Donc voilà, Mistral, un LLM open source, moins gourmand que, que ChatGPT. Lui, il est junior en automatisation, il doit débloquer des codes de génération de fichiers et il est amené en fait à demander la logique du code généré pour bien comprendre ce qui a été fait. Je pense que c'est une bonne pratique de challenger l'IA. Est-ce que vous avez d'autres petits conseils de bonne pratique? Ouais, alors pour le challenge, nous, on a mis en place un truc assez rigolo, c'est que, alors, on le fait pas globalement dans les projets parce que ça consomme beaucoup trop, mais l'idée, c'est de demander à d'autres IA d'évaluer le travail de leurs confrères. C'est-à-dire qu'en fait, on génère des tests avec plusieurs moteurs. C'est comme ça qu'on fait nos benches, en fait, hein. On génère des tests avec plusieurs moteurs et on demande à tous les autres moteurs d'évaluer le boulot qui a été fait par les autres. Et alors, c'est rigolo parce qu'il y a des moteurs qui sont très imbus d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils trouvent que leur production est super et que la production des autres, c'est pas terrible. Et inversement, il y en a, ils sont très critiques par rapport à leur boulot et par contre, ils encensent la production des autres. Et voilà, donc il y a un peu tous les niveaux là. Mais c'est assez intéressant en termes de match. Mais oui, hein, il faut challenger impérativement la réponse des IA. Il faut surtout pas la prendre telle que et puis la béner en test de prod comme ça, pouf. C'est vraiment pas une bonne idée. Relisez ce qui est généré. Éventuellement, si vous ne le comprenez pas, alors d'autant plus si vous ne le comprenez pas en le lisant, demandez à une IA de vous expliquer ce que ça fait, peut-être un autre moteur d'ailleurs, c'est plus intéressant. Mais en tout cas, challenger, critiquer la sortie des IA, c'est absolument indispensable. C'est un peu comme quand il y a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose, des scripts, des spécifications et autres. Soit vous l'acceptez sans regarder, et on peut avoir plein de problèmes. Soit vous faites des revues et vous regardez ce qui a été proposé. C'est un livrable qu'on vous propose. Est-ce que vous acceptez sans vérifier ou est-ce que vous vérifiez? En tant que QA, tester le script qui est fait, hein. C'est le boulot du QA, hein, ça nous Eh génère, oui, c'est un dev classique. Avant de l'utiliser, il faut le tester et le valider. Ouais, Et, ouais.
On a mis en place les métiers du test car on voulait s'assurer que la qualité des produits réalisés par des humains était conforme et pertinent. Donc demain, si l'IA crée des scénarios automatisés, on aura toujours besoin de s'assurer que c'est correct et que comme on le fait maintenant en fait. Donc finalement, c'est pour ça, pour répondre à une question on n'a pas vraiment répondu. Moi personnellement, je pense pas que l'IA remplace qui que ce soit. Et je vois que il y a une phrase effectivement qui va dans ce sens-là dans les questions, en disant qu'elle va assister effectivement les développeurs, les testeurs pour permettre effectivement de gagner du temps, d'être plus productif, efficace, surtout sur, tout ce qui a revue et inspiration. Ah, c'est ça, l'automatisation, c'est un produit de développement comme un autre. C'est un produit informatique comme un autre qui demande du développement. Et donc, il faut le valider. Donc, même s'il est généré automatiquement, il faudra toujours le valider avant de l'utiliser. Donc, on aura forcément toujours besoin au moins de l'automaticien et du testeur pour valider que le script généré fonctionne correctement. Après, ça sera peut-être d'autres manières que ce qu'on fait aujourd'hui, mais on aura toujours besoin d'avoir cette phase de validation. On va passer au mot de la fin. Petite conclusion, vous avez chacun 1 minute 30. Euh, Qu'est-ce que vous faites avec la complexité de l'IA, de l'automatisation, toutes ces évolutions? Qu'est-ce que vous faites comme veille personnellement pour vous assurer de rester à la page? Voilà. Yann, tu commences? Je suis pas préparé, hein, celle-là. On s'est fait piéger. Alors, moi, j'ai de la chance parce que, en fait, comme je m'occupe du métier du test chez Orange, ben, une bonne partie de mon boulot, c'est de faire de la veille. Donc, finalement, c'est assez facile parce que c'est mon job, en fait. Je suis payé pour ça, donc c'est cool. Donc effectivement, bah, je, je fais beaucoup d'expérimentation. Hein. J'essaye des nouvelles choses, alors que ce soit de nouveaux moteurs, de nouvelles manières d'écrire des prompts. Je regarde ce que font les autres. On travaille beaucoup aussi en communauté, hein, dans l'entreprise et hors de l'entreprise. On a parlé tout à l'heure, hein, du groupe de travail là, du CFTL, hein, sur l'IA. Ça permet de voir finalement ce que font nos pairs, nos collègues. Et on se nourrit, hein, de tous ces trucs-là. Là, ce matin, j'étais en train de discuter avec des collègues tunisiens qui ont fait un super prompt pour générer des tests unitaires. Alors, c'est pour les devs, mais ça reste du test unitaire. Donc, on a quand même le droit d'en parler, hein. Le test unitaire, c'est fait par les devs, mais ça fait partie du process de test. Donc, voilà, on a quand même le droit d'évoquer ce truc-là. Mais euh, donc voilà, tout le temps regarder et je peux vous assurer que c'est compliqué et difficile parce que ça bouge à une telle vitesse que waouh, c'est des fois on n'a même pas le temps d'essayer des trucs parce qu'il y en a un nouveau qui est sorti et tout le monde dit que c'est mieux que le précédent, quoi. Donc c'est assez compliqué quand même, mais passionnant. C'est ça, un peu comme Yann, hein, moi ça fait partie de mes prérogatives en tant qu'expert automaticien, de se tenir à jour en termes d'outillage, de fonctionnement. Mais t'as aussi, c'est ce qu'il disait, ça bouge tellement vite qu'il faut, en plus du travail quotidien classique, une appétence et aller se renseigner en dehors. Moi, c'est aussi une de mes quelque chose que j'apprécie, c'est je vais aller lire énormément de documentation en dehors de mon travail autour de l'IA et de l'IA dans sa globalité. Parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui vont arriver sur des IA génératives de reconnaissance d'images, de choses comme ça, qui sont pas forcément tout de suite liées avec l'automatisation, qui vont pouvoir être utilisées pour plus tard. Et donc, c'est aussi un travail intellectuel supplémentaire hors du travail pour, si on veut garder une veille aujourd'hui autour de l'IA et toutes les problématiques qui sont aussi liées, hein, de sécurité environnementale, euh, comme data, intégration de la data, consommation de la data, la propriété intellectuelle, on en parlait, hein, c'est aussi quelque chose aujourd'hui, c'est des combats qui arrivent dessus. Euh, Et donc c'est vraiment un travail au quotidien et un travail en continu. C'est si on le fait pas et le dessus, on est très vite dépassé aujourd'hui avec la Mm. vitesse des modèles des différents modèles, c'est obligatoire. Et pour ça, vous avez la documentation anglophone qui existe énormément, qui est intéressante et pas mal
de conférences, même francophones. Vous avez des conférences qui existent. Il y a eu la GTIA il n'y a pas longtemps. À la JFTL, ça sera un sujet qui va être débattu. On a Smart Testing aussi qui fait des webinaires pour en parler. Donc il y a énormément de documentation francophone dessus, mais il faut aussi s'intéresser à des documentations étrangères derrière. C'est difficile de conclure après effectivement tout ce qu'ils ont dit. C'est clairement ça, il faut se documenter, il faut participer à des groupes, il faut partager, faire du partage inter-entreprise pour voir ce que les autres ont mis en place, toujours important. Donc les conférences comme les GFTL, les GTIA ou même Paris TestConf ou d'autres conférences sont là pour justement partager ces retours d'expérience. L'IA maintenant, de toute façon, vous pouvez être sûr qu'à toutes ces conférences, toutes ces conventions, il y aura forcément des conférences sur l'IA. Ça loupera pas. Et c'est ce que je voulais dire. Et donc, oui, oui, se renseigner, moi, maintenant c'est pareil. Hein, je regarde, vu que on est sur un groupe de travail, donc ça permet d'avancer. Et puis de se renseigner sur les journaux, enfin pas les journaux, mais les presses spécialisées ou les sites spécialisés. Et surtout, très important, faire attention aux effets d'annonce et à tous ceux qui vous vendent de la magie et des solutions miracles. Ça, c'est pareil. On a eu la même chose avec l'automation à l'époque. On a la même chose avec l'IA actuellement. Comme tu disais, avec le petit bouton, ouais, ça va tout faire direct. Il faut faire attention. Il faut aller expérimenter. Hein. Faut tester les choses, benchmarker et voir un petit peu comment les choses fonctionnent avant effectivement de crier à la solution miracle. Et t'as vu, Marc, on est dans les temps. Il Ouais, est midi super. 30 tout pile. C'est ça. Merci à tous les trois. Merci pour ce partage. Merci à tous ceux qui ont participé. J'ai vu qu'on est monté à quasiment 80. Merci à toi. Donc voilà, ça sera partagé. Prochain webinaire de la taverne, ça sera fin juin, début juillet. Le sujet sera tout autre et il sera présenté par Guillaume Quirien et Lydie Huon. C'est justement sur tout ce qui est éco-conception, impact du numérique et donc des IA sur l'environnement et l'humain. Donc c'est pas tout autre. C'est en continuité, c'est la suite. Il y a eu pas mal de questions sur le sujet, donc là, vous pourrez également les poser à des spécialistes de l'éco-conception. Voilà. Bon. Merci. Sur ce, Merci beaucoup. Et allez bon lire la appétit taverne. et à bientôt. À bientôt. Merci à Ciao. tous. Au revoir.